Donc pour conclure, nous allons maintenant vous présenter en quelques minutes les points clés auxquels nous avons abouti au terme de cette démarche. Donc je vais tout d'abord revenir brièvement sur les tendances générales structurantes que nous sommes parvenus à identifier. Pour commencer, il y a bien sûr cette tendance inéluctable au vieillissement. Et comme on l'a vu, en 2050, la population générale sera donc plus âgée qu'aujourd'hui, avec également un quasi doublement du nombre de personnes dépendantes à charge. De la même façon, la population active sera aussi plus âgée. Elle sera également plus hétérogène en termes d'âge, de sexe ou d'origine. On note qu'en parallèle de l'allongement des carrières professionnelles, plusieurs leviers d'adaptation aux pénuries de main-d'œuvre pourront être activés. Le recours à une main-d'œuvre immigrée, le recours à une main-d'œuvre plus jeune ou encore le recours à l'automatisation. Et chacun de ces leviers ne sont bien sûr pas exclusifs l'un de l'autre et pourront être combinés de différentes façons. Concernant le lien entre le maintien en emploi et la santé des travailleurs, il faut retenir que ce vieillissement va mécaniquement impliquer un plus fort risque de dégradation de l'état de santé de la population active et de désinsertion professionnelle. Et pour toutes ces raisons, la réussite du maintien en emploi apparaît comme étroitement liée aux questions de santé et en particulier aux enjeux de santé et sécurité au travail, mais aussi à ceux de santé publique et environnementale tout au long de la vie et de la carrière. Dans ce contexte, il y a par ailleurs fort à craindre que les tensions de recrutement que connaissent d'ores et déjà certains secteurs s'aggravent. Le secteur du grand âge sera doublement affecté puisqu'il va subir à la fois les conséquences d'un effet de ciseau entre le vieillissement de la main-d'œuvre et le nombre croissant de personnes dépendantes. Parallèlement, il est aussi important de noter qu'aucun secteur ne sera épargné par la croissance à venir des proches aidants familiaux, qui devraient passer de 15 à 25% des actifs d'ici à 2030 et encore augmenter davantage d'ici à 2050. Au-delà des problématiques de santé physique, les problèmes de santé mentale pourraient également augmenter chez les seniors du fait des discriminations qu'ils peuvent subir au travail, liées notamment aux représentations négatives dont ils pourraient être encore davantage l'objet. Ces situations de discrimination pourront être aggravées aussi suivant le niveau d'homogénéité des collectifs. Par exemple, des entreprises disposant d'une main-d'œuvre majoritairement senior pourraient être davantage sujettes à la discrimination des plus jeunes et vice-versa. Enfin, le groupe de travail tient à rappeler que les jeunes âgés de 25 ans aujourd'hui sont ou seront les seniors de 2050. Et donc, il est primordial que les politiques de prévention de leur état de santé général, mais également au travail, deviennent une priorité si l'on souhaite pouvoir les maintenir au travail le plus longtemps possible. Et maintenant, je passe la parole à Marc. Oui, alors moi je vais revenir sur les principaux enjeux transversaux qui ont été identifiés dans le cadre de cet exercice. Certains font écho à des choses qui ont déjà été évoquées dans les présentations sectorielles. La première question qui ressort évidemment, c'est cette question de l'usure professionnelle qui va devenir un enjeu, non pas uniquement un enjeu individuel de maintien dans l'emploi ou un enjeu pour l'entreprise, mais qui va devenir un enjeu de santé publique parce que c'est des équilibres macro qu'il va falloir arriver à gérer. Et donc, c'est une question qui devient une question d'intérêt général majeur. Il y a une question qui va être plus concerner plutôt les collectifs de travail, les branches professionnelles, etc. C'est celle du maintien de la culture de prévention et de la transmission des savoir-faire de sécurité, notamment en lien avec un départ massif des travailleurs seniors et des collectifs de travail qui risquent d'être de plus en plus hétérogènes et de moins en moins stables.
Ensuite, on a vu qu'il y avait cette question d'attractivité qui était cruciale pour un certain nombre de secteurs d'activité dès aujourd'hui. Et dans ces arbitrages et dans cette question de l'attractivité, le rôle de la prévention et des conditions de travail va encore augmenter. Et donc, c'est vraiment un sujet sur lequel les acteurs devront travailler. Et puis, les tensions de recrutement et les évolutions des aspirations des travailleurs, on l'a déjà évoqué, ça pousse des innovations organisationnelles, que ce soit en termes de rythme de travail, la semaine de 4 jours, les journées de 12 heures, le développement en termes d'organisation d'équipes autonomes, etc. Ces organisations du travail, elles peuvent être porteuses aussi de questions de santé et sécurité au travail. Et donc, il y a un enjeu à les suivre pour conduire des travaux d'évaluation pour prévenir d'éventuels effets négatifs. Ensuite, on a un élément qui ressort également fortement dans cet exercice, c'est que le nombre de personnes concernées par une infection de longue durée, par des questions d'invalidité ou d'inaptitude va augmenter dans les entreprises qui vont avoir à gérer donc de plus en plus de problématiques d'absence longue, d'absence inopidée, de temps partiel thérapeutique, etc. Et donc qui vont avoir à gérer cette question. Et si dans cette approche, le mode de gestion de ces absences et de ces difficultés sur des travailleurs seniors consiste à reporter massivement la charge de travail sur d'autres catégories de travailleurs, les intérimaires, les jeunes, les travailleurs immigrés, on risque d'avoir des phénomènes d'accélération de l'usure professionnelle de ces populations et donc une espèce de spirale pas très positive. On a un enjeu évident autour du suivi médical. On a vu que les besoins vont augmenter. Les travaux récents de l'INRS, par exemple, sur les malaises mortels au travail, montrent qu'il y a des efforts d'adaptation du suivi médical des travailleurs en seconde partie de carrière qui doivent être menés. Mais cet objectif rencontre aussi la réalité de la démographie des médecins du travail et leur raréfaction. Alors, c'est pas un sujet nouveau, mais ça va devenir un sujet qui va s'aggraver dans les prochaines années. Et puis, enfin, la prévention de la désinsertion professionnelle, qui est également un enjeu transverse, va devenir de plus en plus une question pour les gestionnaires des ressources humaines dans les entreprises qui vont devoir tenir compte de l'état de santé des travailleurs et arriver à gérer ces questions. Le recours aux technologies comme solution pour pallier ces difficultés, évidemment, c'est une tentation. Il faut bien entendu regarder ce que ces innovations peuvent apporter, à la fois en allègement de charges de travail et puis parfois pour pallier à des pénuries de main-d'œuvre, mais ça doit être fait de manière raisonnée, en partant du besoin des entreprises et en évaluant les risques potentiels associés à l'introduction de ces technologies, notamment en matière de risques psychosociaux et de troubles musculo-squelettiques. Et puis enfin, ça a été déjà dit également pour plusieurs secteurs, il y a une problématique spécifique pour les très petites entreprises qui sont plus vulnérables à ces questions, qui disposent de moins de leviers et qui sont plus dépendantes de leur bassin d'emploi en fait. En matière de pistes d'action, comme disait Nathalie, on les a catégorisées à différents niveaux. Je commence sur les pistes d'action au niveau national et puis Céline continuera sur les autres. La première piste d'action qu'on a souhaité souligner à l'issue des ateliers, c'est qu'on voit que les besoins en matière de prévention vont fortement augmenter. Et donc pour préparer
transformation à venir, il y a un besoin de donner des moyens aux acteurs de la prévention pour qu'ils puissent préparer ces évolutions. Le deuxième point, c'est que la gestion des parcours professionnels va devoir changer de dimension et devenir un enjeu beaucoup plus transverse, interprofessionnel, pour pouvoir accompagner des parcours de carrière qui vont, à certains moments, plutôt en début de carrière, pouvoir être sur des postes sollicitants physiquement, mais sur lesquels ils ne pourront pas être maintenus jusqu'à l'âge de la retraite. Et donc, il faut gérer ces transitions professionnelles qui nécessitent d'être accompagnées, notamment en matière de formation continue, etc. Donc là, il y a un enjeu important. Il y a déjà des outils qui existent et qui peuvent être mobilisés sur ces questions. Autre enjeu qu'on a positionné au niveau des enjeux nationaux et transverses, c'est celui du secteur et du soin et de l'aide à la personne. On a vu, les besoins vont exploser. On est sur une population qui est très concernée par des risques professionnels. Et donc, on a un secteur qui va devoir faire l'objet d'un effort national pour qu'il devienne plus attractif, pour arriver à augmenter ses effectifs pour faire face à la demande et pour avoir des mesures de prévention qui soient intégrées dans les organisations du travail pour faciliter le maintien en emploi des travailleurs dans ce secteur. Et puis enfin, et ça a déjà été abordé, il y a une question de coordination des politiques de prévention en matière de santé publique, de santé environnementale et de santé au travail qui devra être améliorée également. Pardon. En complément de ce qui vient d'être dit côté acteur public, en tant qu'acteur de la prévention, les entreprises et branches professionnelles peuvent aussi s'emparer d'un certain nombre d'actions. La première serait de renforcer le respect du principe d'adaptation du travail à l'homme et à la femme dans une optique de soutenabilité du travail, en adoptant une approche plus durable du travail pour prévenir l'usure professionnelle de toutes et tous dès le début de la vie active, ce qui nécessite de considérer les liens travail-santé non pas en instantané, mais bien au fil de la vie professionnelle. Il apparaît aussi nécessaire de lutter contre toutes les discriminations afin de vaincre les stéréotypes et préjugés liés à l'âge, au sexe, à l'origine, à l'état de santé et lutter contre leurs conséquences délétères, quelles qu'elles soient, dans les différents milieux professionnels. En effet, le groupe de travail qui a procédé à cet exercice de prospective, ça a été dit, on soutient vraiment l'hypothèse que l'hétérogénéité du collectif de travail peut, in fine, conduire à une amélioration de la prévention au bénéfice de tous les travailleurs et travailleuses, car elle amène à tenir compte d'une plus grande diversité des profils existants. Enfin, renforcer la formation à la prévention continuera bien sûr de constituer un des principes généraux de prévention. En effet, dans un contexte de départ accru à la retraite, il apparaît nécessaire que les branches professionnelles interviennent auprès des organismes de formation pour faire intégrer de façon systématique dans les cursus les enseignements de santé et de sécurité au travail. Il est nécessaire aussi que les entreprises anticipent les départs, par exemple en recourant à des outils comme la gestion des emplois et des parcours professionnels, qui peuvent fournir un appui pour organiser de façon structurée la transmission des savoirs professionnels et de sécurité sur le temps long. Et enfin, des approches moins descendantes et plus horizontales des apprentissages et savoirs de sécurité doivent pouvoir être mises en œuvre. Et tout cela en développant aussi de nouveaux dispositifs à l'attention des proches aidants afin de leur permettre de faire face à leurs contraintes personnelles tout en se maintenant en emploi. Puis il y a aussi un certain nombre de pistes d'action posées cette fois pour les professionnels de la prévention au sens large. Ils vont sans doute devoir acquérir de nouvelles compétences en matière de prévention de l'usure afin de réussir à mieux prendre en compte les dimensions d'âge, de genre et l'état de santé physique et mentale des travailleurs et travailleuses.
Les préventeurs et préventrices pourraient ainsi être impliqués dans la gestion coordonnée du retour au travail après un arrêt maladie ou une inaptitude, en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes, employés, salariés, managers, tout en prenant garde à préserver le secret médical. Et il faudrait que la protection des travailleurs vieillissants, dans une optique de maintien en emploi, soit conduite de manière globale et non exclusive pour éviter les risques de discrimination et les phénomènes de report des risques sur d'autres catégories comme les plus jeunes, les sous-traitants, les intérimaires, etc. Les préventeurs et préventrices pourront également jouer un rôle de conseil de l'entreprise dans l'intégration de solutions innovantes, notamment en accompagnant l'analyse préalable du besoin, en orientant les choix vers des solutions collectives qui visent la réduction des contraintes pour tous les salariés, et en évaluant leurs conséquences sur l'organisation et la santé physique et mentale. Et puis les institutions de prévention vont être amenées à développer de nouveaux outils de traçabilité permettant de suivre les travailleurs tout au long du parcours, au-delà des changements de statut, d'entreprise ou de métier. Et il restera nécessaire de soutenir et développer les outils existants, comme les grandes enquêtes de la DARES, les statistiques de la CNAM, l'Observatoire Everest, qui permettent déjà de faire cela dans une certaine mesure. Au regard de tous ces enjeux que l'on vient de détailler, quelques axes de recherche sont suggérés par le groupe de travail, comme étudier la soutenabilité des différentes formes d'organisation du travail et des différents parcours professionnels au regard du vieillissement de la population active, évaluer la qualité des fins de carrière selon les filières et les métiers, évaluer les effets de la prévention sur la sinistralité, sur le maintien en emploi, sur la performance, et notamment en étudiant et en évaluant les bénéfices et risques apportés par, d'une part, les solutions technologiques pour la prévention de l'usure professionnelle, et d'autre part, par les dispositifs d'accompagnement des entreprises, comme le fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle, certaines aides financières, des programmes nationaux, etc. Mener des études épidémiologiques sur les effets des grandes transitions technologiques, climatiques sur les travailleurs et travailleuses. Privilégier un regard multidisciplinaire et à différentes échelles, permettant notamment de combiner approches quantitatives et qualitatives dans des contextes allant de très particuliers ou local à très larges et permettant aussi la prise en compte du temps long. Étudier les effets de l'usure mentale sur le maintien de l'employabilité. Étudier des innovations en matière de formation à la santé et sécurité au travail tout au long de la carrière. Investiguer les intérêts et limites pour la prévention de l'hétérogénéisation plutôt que l'homogénéisation des collectifs de travail en considérant à minima le genre, l'âge ou l'origine ethnique. Et puis, il y en aurait sans doute d'autres dont les équipes de recherche ne manqueront pas de s'emparer dans les années qui viennent, en plus, bien sûr, des objets de recherche actuels ou anciens qui resteront pertinents à étudier.